suis impatient là, j'ai jamais eu autant envie qu'une année pas file. 2022, dépêche-toi. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Vous voyez, je suis pas cadré de la même manière, je suis un peu loin d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on teste un nouveau format sur la chaîne, un petit format interview rencontre. Alors qu'il est, je ne sais pas du tout comment est-ce que je vais l'appeler. Vous avez dû le voir dans le titre, donc il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, donc, on fait une vidéo rencontre avec pas n'importe qui, puisque aujourd'hui, on reçoit Denis Savine. Alors son nom ne vous évoque peut-être pas tout de suite quelque chose, mais Denis Savine, il est éditeur chez La Talente, que vous connaissez plutôt bien parce que je vous en parle assez souvent. Mais Denis, il est aussi traducteur, et pas traducteur de n'importe quel livre, puisqu'il est connu avant tout pour avoir traduit Métro 2033 de Dimitri Glukovski. Mais il a aussi traduit un ouvrage dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, puisqu'il s'agit des Métamorphoses de Marina et Sergei Diatchenko. Il a aussi traduit Numérique, qui est donc le deuxième volume. Et il me semble qu'il est en train de travailler sur le troisième volume. Eh bien, bonjour Denis. Bonjour. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo, ça me fait très plaisir de te voir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Bah, vraiment, c'était avec grand plaisir, et puis je suis très content de te recevoir. Alors, je ne m'attendais pas à te recevoir chez moi, je t'avoue qu'au départ, je pensais qu'on allait voir dans un endroit à l'extérieur, mais le temps étant ce qu'il est en ce mois de juillet... C'est plus prudent. Exactement, on s'est dit on va sauver le matos et on va plutôt tourner dans mon salon. Bon alors Denis, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi et puis de ton parcours? Eh bien, donc, je m'appelle Denis, alors des traces dans l'état civil et Savine pour signer mes traductions. Mon parcours, il est que j'ai une formation scientifique, rien à voir avec quoi que ce soit de littéraire à la base. Même si j'étais plutôt un littéraire contrarié, je pense, pendant mes études. D'accord. J'ai écrit au début des années 2000 des bouquins pour la jeunesse. En 2009, La Talente m'a proposé de traduire Métro 2033 de Dimitri Glukovski. Voilà, j'ai fait un bout d'essai, j'ai fait un bout d'essai avec eux, sachant qu'en fait, avant, j'avais fait un petit peu de trad technique. En informatique sur les docs pour l'équipe. C'était des choses qui étaient faites en interne, je n'étais pas spécialement rémunéré pour faire ça. J'ai fait aussi un peu de trad dans le monde ludique, mais c'est pareil, dans le cadre d'associations. Et en 2012, j'ai rejoint l'équipe de La Talente. Et en fait, à l'origine, on m'occupait du livre numérique, puisque j'avais une bonne vision de ce qu'était l'édition, d'autant plus que ça fait 3 ans qu'on travaillait sur les traductions, et que j'avais un background scientifique et informatique costaud. 9 ans après, je m'occupe plutôt du domaine étranger. Voilà. Relations traducteurs, relations auteurs étrangers. Je suis monsieur affaires étrangères. Ok, les affaires étrangères, ça marche. Alors, donc, comme tu disais, donc, tu as travaillé donc, pour commencer par la traduction de Métro 2033, donc de Dimitri Glukovski, qui est un auteur russe. Donc j'imagine que tu parles couramment le russe. Je parle couramment le russe. Alors c'est une langue que tu as apprise, c'est une langue que tu... C'est une langue maternelle. Ok. Voilà, donc j'y suis né. Tu es né dans quelle ville? D'accord. C'est pas très original. C'est pas très Quand même. Non, mais j'aurais pu dire Novosibirsk, Irkoutsk, Vladivostok, là c'est Moscou. C'est une langue avec laquelle je suis né, forcément. Donc j'ai pas besoin de l'apprendre, ce qui est quand même très pratique. Bon, après j'ai appris le français. Ce qui n'est pas facile non plus. Tes 2 parents sont russes? Tout à fait. Alors attends, c'est dingue parce que je n'entends absolument aucun accent dans ton français. Alors c'est normal, enfin, petite parenthèse sur la linguistique. Moi je suis arrivé en France, j'avais 10 ans. D'accord. Et il se trouve que il vaut mieux commencer à apprendre une langue avant 11-12 ans, tout simplement pour 2 raisons. On a un cerveau qui est très agile, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que le palais finit de se former autour de 12-13 ans. C'est ce qui permet, si on apprend les sonorités d'une langue, tant qu'on les apprend avant 12-13 ans, le palais va suivre, il va se former de manière à pouvoir produire des sons qui sont en cohérence avec la langue, avec les langues finalement que tu maîtrises ou que tu apprends. Et du coup, c'est vrai que j'ai été exposé aux langues assez jeune, puisque l'anglais
et le français sont arrivés dans ma vie à peu près en même temps. Alors si tu es avant tout connu donc, pour tes traductions de Métro 2033, comme je le disais dans l'intro, nous on va surtout parler de la saga des Métamorphoses. Je voulais savoir, toi, comment s'était passée ta rencontre avec ce triptyque, avec tout cet univers? Eh bien, en fait, ça remonte à 2013. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert Migrant, qui est le 3e volet de ce triptyque. Gardez toujours en mémoire que Vita Nostra paraît en Russie en 2007, Numérique 2009 et Migrant 2010. Donc, c'est relativement récent à ce moment-là, la parution. Et j'avais repéré, je ne sais plus comment, je t'avoue, exactement comment c'est arrivé entre mes mains, mais en tout cas, c'est arrivé entre mes mains. J'ai un frère qui habite encore à Moscou, et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux m'envoyer le bouquin ou l'amener, parce qu'il devait venir en France à ce moment-là. Et je suis tombé des nues en fait en lisant ça parce que c'était brillant. D'accord. C'était vraiment brillant. Du coup, j'ai lu les 2 autres. Ok. Mon préféré reste Migrant, mais c'est sans doute parce que c'est le premier que j'ai lu. Hein. D'accord. Voilà. Ça me hype quand même pour le lire là. J'ai très très hâte. Et j'en ai parlé très vite à Mireille Valland, notre directrice éditoriale. Et il faut savoir qu'à l'Atalante, on ne prend jamais une décision seule sur un livre. Okay. Ou alors c'est exceptionnel. En général, on discute au sein de l'équipe éditoriale. Et donc la réponse de Mireille, un peu gênée, était de me un peu gênée. En disant, écoute, on fait confiance à ton goût, mais le problème c'est qu'on peut pas personne ne peut le lire à part toi. Et voilà. Et il se trouve que quelques années après, Mireille reçoit un courriel d'une traductrice avec qui on travaille régulièrement et qu'on tient en trop haute estime, qui lui dit, écoute, j'ai un manuscrit en anglais, qui est une traduction d'un auteur russe, qui vient de m'arriver entre les mains, je pense que c'est vraiment pour l'Atalante. Et c'était Vita Nostra. Et donc du coup, l'équipe a pu juger sur pièce, et dans la foulée, on a discuté, on a dit, on prend le triptyque en entier, parce que ça n'a pas de sens de fonctionner autrement. Ouais. On ne va pas prendre le premier, et espérer éventuellement une traduction du 2e en Angleterre, enfin en Angleterre aux États-Unis, peu importe d'ailleurs. Et en fait, ce qu'ont fait les Américains, parce que c'est les Américains qui ont acheté les droits à l'origine, ils ont acheté 3 bouquins d'Iliatchenko, mais 3 tomes 1 de séries différentes. D'accord. Donc, alors, c'est des manières de jeter des bouteilles à la mer et de voir ce qui flotte, ce qui ne flotte pas. Mais alors, 3 livres de 3 séries qui sont déjà écrites? Qui sont déjà écrites. D'accord. Qui sont déjà écrites, qui sont déjà closes. Mais du coup, c'est vrai que Numérique et Migrant ne pouvaient être finalement jugés que par rapport à ce que j'en disais. Mmh. Mais bon, avec le côté rassurant de Vita Nostra qui a fait que, bien sûr, moi dès le départ, j'avais dit à Mireille, c'est au moins une œuvre majeure, si ce n'est un chef-d'œuvre de ces auteurs-là. Et on valide le chef-d'œuvre. Et du coup, voilà. Et en fait, initialement, en 2013, je m'étais amusé à traduire le début de Migrant, mais vraiment juste pour moi, pour me dire comment est-ce que je vais me frotter au langage, à la langue d'Iliatchenko, parce qu'elle est différente de celle de Bukowski, par exemple. Donc, comment est-ce que je vais me frotter à ça? Quelles vont être les difficultés? Qui vont être les trucs comme ça? Donc, je l'ai fait, je crois, une vingtaine de pages comme ça pour le fun. Et oui, je sais, ma nation de fun peut pas être curieuse. Non, mais je comprends. Je comprends. Et voilà, évidemment, quand on a acheté les droits en 2017, je crois, il était évident que c'est moi qui allais traduire. Mais à l'origine, en 2013, je n'étais pas du tout dans l'idée que ce serait forcément moi le traducteur. Alors, et moi, donc, j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que tu les as rencontrés, Marina et Sergueï? Est-ce que tu échanges avec eux régulièrement ou pas du tout? Je ne les ai pas rencontrés. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, ils vivent aux États-Unis. Ah ouais, moi je pensais qu'ils vivaient... non, ils ont quitté l'Ukraine, puisqu'ils sont ukrainiens. D'accord. Ils ont quitté l'Ukraine il y a 5-6 ans, je crois, de mémoire. Mais en revanche, je correspond. D'accord. Et j'ai eu Sergueï une fois au téléphone à la fin de l'année dernière. Ok. On discute assez peu de textes.
de technique, on va dire, D'accord. ils me font confiance sur la traduction. De temps en temps, je leur pose une question, mais vraiment, c'est pour préciser parfois l'idée qu'ils avaient derrière la tête, pour être sûr de ne pas mal interpréter quelque chose. Ouais. Mais finalement, on a des discussions qui sont beaucoup plus générales, finalement, sur leur œuvre, hein, toujours, bien sûr. Mais je ne leur fais pas de questions techniques sur le texte. Mais c'est des gens très agréables à fréquenter, on va dire, par écrit. Oui. J'espère qu'on aura l'occasion de les voir en France. Oui, ça serait... alors, il y a peut-être... je sais que les Imaginales les avaient invités l'an dernier pour leur avec le prix, puisqu'ils ont le prix Imaginal pour Vita Nostra. Que l'invitation devait être conduite, à voir comment les choses vont se passer. Et puis, évidemment, du lot le Covid, l'autorisation des déplacements... Ouais, c'est compliqué. Eux sont vaccinés. D'accord. Sergei a été vacciné avant Marina. Ça, c'est le genre de choses dont on parle. Est-ce qu'on peut vous déplacer? Oui, ça y est. Voilà. D'accord. Et donc là, eux sont vaccinés. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu sais comment est-ce qu'ils écrivent? Parce que donc, vu que c'est des livres écrits à 4 mains, est-ce que ils bossent ensemble en même temps sur un même chapitre? Est-ce qu'il y en a qui trouvent les idées, l'autre qui rédige? Alors, on n'a pas parlé technique. D'accord. Avec eux. Tu me disais que tu ne parlais pas trop technique. Mais j'ai cru comprendre que Marina était l'instigatrice de beaucoup d'idées. D'accord. Après, ils discutent énormément entre eux. Okay. Je pense que c'est Sergei à la rédaction. La majorité du temps. Ok. Mais ça, il faudra que je leur pose la question. Mais je pense que c'est ça. Mais Marina amène beaucoup de matière. Ok. Marina amène beaucoup de matière. Mais enfin, Sergei tout autant. Hein, mais de toute façon, je pense qu'il y a une émulation. Avant d'écrire, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de discussions entre eux. Parce qu'ils aiment bien structurer. C'est vraiment des structurants. Donc ils ne vont pas se lancer dans l'écriture comme un Pierre Bordage, par exemple, qui lui a une écriture organique. Eux, ils ont vraiment un travail. Non pas que l'écriture ne soit pas spontanée chez eux, hein, mais ils ont un travail de préparation, de construction. D'accord. Voilà. En tout cas, sur les métamorphoses, il y a un travail de construction qui a été préalable finalement à la rédaction. Alors toi, tu es passionné de langue, donc depuis tout petit. J'ai vu ça dans une interview. Tu te dis fasciné par le langage et par la correspondance entre les mots et les concepts. C'est un peu le nerf de la guerre, voire l'aspect central du livre, je trouve, dans Vita Nostra. Complètement. Donc j'imagine que ça a dû être une belle aventure et une traduction... ça a été, oui, ça a été quelque chose c'était une rencontre passionnante avec un texte. Et effectivement, comme j'étais exposé aux langues très tôt, ma mère étant interprète de conférence, donc interprète simultanée, ça aide. Et finalement, je suis venu très tôt à me poser, mais pourquoi est-ce que le machin vert, rouge, avec un petit machin qui dépasse, on appelle ça une pomme? Comment est venu le premier... parce qu'on peut toujours trouver des étymologies aux mots, c'est très bien, sauf qu'il y a forcément à un moment un vocable qu'on va poser sur un objet. Déjà, c'est balèze, mais quand on pose un mot sur un concept qui est une pure abstraction, comment est-ce qu'on est venu là? C'est-à-dire comment est-ce que l'esprit humain a fait que on a formé alors soit des hiéroglyphes, soit des suites de syllabes, soit des suites de lettres, soit des sidérogrammes, peu importe, mais pourquoi ça c'est un verbe? Alors d'accord, ça désigne la matière, mais pourquoi est-ce que la matière s'appelle le verbe? S'appelle le verbe. Voilà, et effectivement, tout le travail sur le fondamental, sur le langage que propose Lediatchenko dans Vita Nostra a été très passionnant. Et de se dire, mais effectivement, qu'est-ce que je serais syntaxiquement ou sémantiquement? Est-ce que je suis un verbe? Est-ce que je suis une virgule? Est-ce que je suis un point-virgule? Est-ce que point d'exclamation? Un verbe impératif comme ça, Charles? Et se définir en tant qu'élément constitutif d'une langue, d'une syntaxe, d'une grammaire, je trouve ça vachement balèze. Ouais, c'est... En fait, on se dit, dans
dans le récit qu'est la vie. Je suis quoi? Moi, je suis incapable de répondre à la question. Hein. Mais je trouve ça fascinant. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai toujours préféré les questions aux réponses. C'est-à-dire que les réponses ne m'intéressent pas. Si, de temps en temps, j'aime bien. Voilà, mais ce qui m'intéresse toujours, c'est quand une question amène une autre question, encore plus fondamentale que la première. Et vraiment plonger. Et finalement, effectivement, on se retrouve à des questionnements existentiels. Très philosophique. Voilà, très philosophique. Et la philosophie imprègne. Et moi, j'ai découvert, grâce à Diatchenko, des courants philosophiques. Je ne prétends pas avoir une culture extensive. Voilà, j'apprends au fur et à mesure de ma vie, comme tout le monde. Mais j'ai découvert des mouvements, des cercles de philosophie qui évoquent directement ou indirectement les Diatchenko, qui sont c'est extraordinaire. C'est-à-dire des gens qui se posent des questions, mais pour certaines que je m'étais déjà posées, mais sans dire qu'elles ont été à l'origine de courants philosophiques, de gens qui ont poussé très très loin le souci, la compréhension de tel ou tel phénomène. Et j'ai toujours été aussi fasciné par les traditions chamaniques, c'est que quand on nomme un objet, on a du pouvoir sur lui. Oui. Et que nommer un enfant n'est pas anodin. Ouais. Mais concrètement, oui, je suis d'accord, la parole, c'est le pouvoir, et c'est quelque chose qu'on retrouve. C'est le cœur de Vita Nostra. Ouais, complètement. C'est fou. Alors justement, si le livre parle de sémantique et de langage, dans la mesure où j'imagine que le russe et le français n'ont pas grand-chose en commun au niveau de la linguistique même, est-ce que ça n'a pas été compliqué de rapporter tous ces questionnements sur le mot et le langage dans la langue française? Alors, ça a été compliqué, oui et non. On a effectivement des différences sémantiques, clairement. La pensée et le langage étant intimement liés, et le peuple slave et les peuples européens ont des passerelles communes, mais il y a aussi des choses qui les éloignent, donc ce qui fait que les langues, par moments, vont être extrêmement proches en termes on va dire, de formulation, de conceptualisation, et puis à des moments, il y aura effectivement des choses qu'il est plus compliqué de faire passer de l'une à l'autre. On a parlé un peu de Gloukovski tout à l'heure, et du langage aussi. Chez Gloukovski est différent de celui des Diatchenko. En fait, la langue des Diatchenko m'est plus familière que celle de Gloukovski. D'accord. Parce qu'ils sont plus âgés que Dmitri, que leur volonté en tant qu'auteur est d'apporter un certain type de texte à leur lecteur, alors que la volonté, par exemple, de Dmitri est plus politique, dans le sens où la langue russe a été réformée, entre guillemets, pendant la Révolution de 17. Donc il y a eu des mots dont on a fait changer le sens de manière complètement artificielle, en demandant aux auteurs de réécrire finalement cette langue pour s'éloigner de la langue tsariste. Il y a eu tout un effort fourni là-dessus. Et Dmitri, lui, va chercher des sens anciens parfois de certains mots. C'est-à-dire que Dmitri, des fois, il faut que je me méfie sur le sens qu'il veut réellement mettre dans son texte, en employant certains mots. J'ai pas cette difficulté-là avec les Diatchenko, par exemple. Néanmoins, c'est vrai que quand ils vont se diriger vers des concepts philosophiques, vers des manières de décrire, de formuler les choses qui peuvent parfois être très russes, si on peut dire ça comme ça. Autant pour les écoles de philosophie, on trouve des équivalents, parce que c'est des écoles qui ont traversé l'Europe finalement, donc il n'y a pas de choses très, très complexes. Mais certaines manières de décrire les choses, il y a aussi une question de conjugaison. La conjugaison n'est pas du tout construite de la même manière en russe. Donc il y a tout un jeu sur la temporalité des verbes. Oui.
sur l'infinitif. Voilà, et en fait, c'est là que le défi est de retranscrire ça au mieux. Et c'est là que ça demandait un petit peu de cerveau, parce que il faut arriver à... Il faut arriver à garder le même mystère, la même tension, provoquer chez le lecteur les mêmes sentiments, les mêmes sensations. Et c'est là que le métier de traduction est passionnant. Et c'est là aussi qu'on peut se dire que c'est très très réussi, parce que j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo sur Vita Nostra, et on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Comme je te disais, moi, j'ai vraiment ressenti, mais jusque dans mes tripes, je pense, toute la colère, ou la peur, ou la tristesse qu'a pu ressentir Sacha, et vraiment pour ça, merci, quoi. Écoute, c'est que j'ai réussi mon coup, merci à toi. Non, parce que voilà, c'était vraiment le défi de garder le lecteur captif et de garder cette empathie malgré une action qui parfois peut être complètement absente. C'est-à-dire que finalement, on est dans le brouillard, de bout en bout. Oui. C'est-à-dire que le lecteur est toujours au même niveau que Sacha. Il a jamais une longueur d'avance. C'est vrai que dans Vita Nostra, on est vraiment dans un brouillard constant, là où j'ai trouvé que dans numérique, on avait beaucoup plus de clés de lecture et de clés de compréhension. Oui, effectivement, parce que sur numérique, on a quand même des choses qui sont beaucoup plus proches de nous, finalement. Même si c'est un roman qui a 12 ans, puisqu'il est apparu en 2009, le rapport qu'on a en numérique a finalement assez peu changé. Voire ce que décrit le Diatchenko, j'ai trouvé ça très très contemporain. L'addiction aux réseaux sociaux, il y a des gens qui s'allument une cigarette quand ils se lèvent, et puis il y en a d'autres qui vont consulter leur flux, je sais pas, Twitter, Instagram. Instagram, voilà. La malédiction de Instagram dès le matin, se défoncer les yeux, c'est... Ouais. Voilà, et c'est vrai que il y a... Je pense que alors c'est pas qu'une impression, mais il y a les mêmes clés dans Vita Nostra, sauf que ce sont des choses qui sont moins dans notre quotidien. Puisque à des moments, notamment quand toutes les parties, parce que c'est à plusieurs reprises, lorsque Sacha se fait des cours de philo, justement, en fait, ce sont des clés de décryptage du texte. Complètement. C'est Olivier Paquet, je crois qu'il avait dit, qui est un auteur français, et que justement il fallait, il avait mis dans un post Facebook, il fallait lire attentivement et justement ces cours de philosophie, parce qu'ils permettent de décrypter un peu plus ce que va traverser ou ce que traverse Sacha à tel ou tel moment du livre. Mais oui, sur numérique, on est sur finalement quelque chose de plus concret. Et de plus contemporain. Et de plus contemporain, oui. Et même si le numérique finalement est tout aussi abstrait que la philosophie, puisque ce sont des concepts avec lesquels on joue, le numérique a une telle imprégnation dans nos vies qu'on a l'impression d'une familiarité. Ouais. Et on se sent moins perdu. Voilà, on se sent moins perdu, c'est-à-dire que quand on parle de live journal, de machin, de commentaires, de haters, de trolls, de tout ce qu'on veut, voilà. Le MMORPG, tout le monde sait globalement ce que c'est. Les chiens virtuels, on retrouve les Tamagotchi. Voilà, on est en territoire connu. Et c'est sans doute ça qui fait que on peut avoir une impression d'œuvre moins, je ne sais pas si c'est moins abouti, mais moins qui nous met moins à l'épreuve finalement. Oui. Et puis je pense que numérique a un côté nettement moins dépaysant que Vita Nostra, parce que tu vois, quand j'ai lu numérique, j'ai moins senti entre guillemets le décalage de culture et le décalage géographique, là où dans Vita Nostra j'avais vraiment cette sensation moi-même parce que Sacha est perdu dans cette ville qui est totalement paumée, qui n'apparaît même pas presque sur les cartes, quoi. Et c'est vrai que j'avais cette sensation aussi d'être perdu dans une ville d'Europe de l'Est que je ne connaissais pas. Et puis c'est vrai que l'Europe de l'Est souffre un petit peu de ce cliché
de villes anciennes, parfois un peu délabrées, et c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu aussi dans Vita Nostra. Et je pense que personnellement, moi, ça a joué beaucoup dans ce côté perdition, et donc dans cette empathie avec Sacha. Ah bah de toute façon, l'idée, il y a en Russie des tas de villes, dont certaines aujourd'hui sont des villes fantômes, qui sont nées juste parce qu'il fallait... qu'une ville naisse à cet endroit. C'est-à-dire c'est juste une volonté politique, que ce soit pour faire des recherches en aéronautique militaire ou autre. Quand vous faites pousser une ville de rien au milieu d'une plaine où vous voyez arriver, où il n'y a qu'une route qui arrive et une route qui repart, si quelqu'un veut venir vous espionner, vous voyez arriver de loin. Et on peut tout à fait imaginer que finalement, on va reprendre des exemples d'école de magie. Poudlard est caché aux yeux des Moldus, et de la même manière, des gens qui font partie de ce cercle d'initiés de ces enseignants vont créer, de par leur capacité, une ville ex nihilo qui est perdue, et tout simplement parce que le commun est-ce que le commun des mortels non préparé peut accéder à cette connaissance-là? Et ça reprend complètement les codes de la Russie soviétique. Et effectivement, cette perte géographique, cette perte de repères, participe aussi à la perte du lecteur. Alors que la carte numérique du monde, tous les serveurs qui vont... on la connaît. Ouais, okay. Bon, et donc pour rester un peu dans les métamorphoses, j'ai ici les 2 premiers tomes. Moi, la question que je me pose, c'est... j'espère que tu es en train de travailler sur le 3. Où est-ce que ça en est? Est-ce que ça sort bientôt? Alors, où est-ce que ça en est? Ça en est au petit quart. D'accord. Voilà. Je travaille dessus. Donc, je devrais avoir fini, je pense, j'espère, s'il n'y a pas trop d'action de parcours, mi-novembre. Ok. Et on a prévu de faire paraître le roman au mois de mai 2022. C'est cool. J'ai eu, ça a été mon plus beau cadeau d'anniversaire, le tome 2. Je suis du mois de mai, donc j'ai reçu le tome 2 pour mon anniversaire. Le tome 3. J'espère que je pourrai découvrir le tome 3 aussi. Normalement, voilà. Okay. Mai 2022, tu auras le tome 3 pour ton anniversaire. Alors, perso, je connais déjà un petit peu l'intrigue. Alors, le tome s'appelle Migrant. Est-ce qu'en quelques mots, sans en dire trop, tu peux nous parler un petit peu de cette nouvelle intrigue? Alors, de cette nouvelle intrigue, en fait, on va suivre un personnage, cette fois c'est un adulte, qui va se retrouver, un peu malgré lui, mais pas complètement, à migrer, à quitter la Terre et à partir à des dizaines d'années-lumière sur une planète qu'il n'a pas vraiment choisi. En fait, le début du roman nous entraîne avec ce personnage central qui marche dans une rue, qui se transforme en un couloir aseptisé. Et c'est une rue, on est après la pluie, on a des odeurs d'ozone qui montent de l'asphalte mouillé, on a des couleurs de crépuscule. Et tout ça, ça se transforme en quelques dizaines de pas, en un couloir blanc aseptisé, ou au sol qui est complètement sec, donc on ne sait pas exactement comment il est éclairé, sans porte, sans rien. Et le personnage va aller jusqu'au bout de ce couloir, faire face à un mur, qui à un moment va s'escamoter, et on va lui annoncer que, voilà, que son visa d'immigration intergalactique a été accepté. D'accord. Voilà. Mais pas de bol, la planète qu'il avait demandée n'est plus disponible. Ok. Donc, on va lui projeter 2 images fixes. On va dire, voilà, monde A ou monde B. Lui, ne se souvenant de rien, se trouve bien en peine de répondre à ça, et on lui explique que c'est normal. La mémoire, comme les 2 dernières années de sa vie, en fait, sont le paiement pour partir. Et il va être confronté. On va lui projeter une vidéo de lui-même où il se dit à lui, à son autre lui, que en fait, sur Terre, il n'y a plus rien pour eux et qu'il faut partir. D'accord. Voilà. Et donc, il va être projeté sur ce monde, dans ce nouveau monde dont il va découvrir les règles, les arcanes. Ok. Et tout ça, il va devoir se métamorphoser. Ok. Ça annonce du très très bon. Moi, ça me donne très très envie. Ouais, non, c'est un
Encore une fois, hein, c'est le premier que j'ai lu de ce triptyque, et c'est vrai que c'est celui qui m'a le plus marqué, en fait. Mais je pense que c'est un peu comme dit Gabriel Quay, c'est-à-dire qu'on avait une discussion au bureau toujours sur quel est le meilleur quai. En fait, le meilleur quai, c'est celui qu'on a lu en premier. D'accord. C'est cette rencontre qu'on a avec un auteur, avec un texte. Donc le meilleur sera certainement pour moi la Mosaïque sarentine. Je me suis offert le premier tome la semaine dernière. Donc, voilà. Okay. Mais voilà, et je pense qu'avec les Diatchenko, il y aura aussi cet effet-là, c'est-à-dire que quel est le point d'entrée dans cet univers des métamorphoses en fonction du lecteur ou la lectrice, et je pense que ce point d'entrée sera finalement le point d'ancrage et une espèce de quintessence de ce qu'ils ont fait. Bon, et donc avec cette sortie presque imminente, on va dire une petite année, oui. Moi j'ai une dernière question pour toi. Je sais que Marina et Sergei Diatchenko sont très prolifiques. Est-ce qu'une fois que cette trilogie des métamorphoses sera terminée et publiée, est-ce que vous avez l'intention de faire d'autres choses avec eux? Alors, un petit scoop. On a un scoop sur la chaîne. Préparez-vous. C'est-à-dire que en fait, la trilogie est maintenant une tétralogie. Ok, donc il y aura un quatrième. Donc il y a un quatrième. Il y aura le quatrième et quand je disais tout à l'heure que j'ai eu Sergei au téléphone, c'était pour parler de ça. Donc il y aura un quatrième. Ok. Voilà, quatrième métamorphose. Bon, je dirais pas grand-chose. Ok. Je te prie de m'en excuser. Mais voilà, ça fait partie des choses prévues. Et effectivement, ils sont extrêmement productifs. L'idée va être de vraiment me plonger dans tout ce qu'ils ont écrit pour en extraire ce qui sera du même niveau que les métamorphoses. Ok. En tout cas, qui représentera un intérêt similaire. On va pas traduire l'intégralité de l'oral. Ouais. Voilà. J'imagine qu'il y a une trentaine de romans, ça doit être. Il y a 35 romans, je crois, okay. 36, plus des récits. Alors peut-être que j'ai réfléchi dans des récits qui sont des choses beaucoup plus ramassées. Donc je vais vraiment éplucher. Alors j'en ai déjà lu quelques-uns. Hein, bien sûr, mais rien qui pour l'instant ait retenu mon attention d'éditeur pour le coup. Mais je vais regarder ce qu'ils ont dans des formats courts, longs, parce qu'après tout, voilà, je viens avec Fenderson, Jolie Clark ou encore Martha Wells, on a publié des nouvelles. Les Assassins, voilà, Les Assassins ou Le Tambour des Yeux Noirs. Donc peut-être que dans des formats plus courts, j'ai réfléchi, voilà. Mais en tout cas, si on sort des choses, je pense que ce sera du bon. Ok, mais alors déjà moi, un quatrième tome des Métamorphoses, c'est bon, Je pense qu'il te plaira. Ok. Allez, on y retrouve Sacha. On retrouve Sacha. Ok, donc une éventuelle suite en fait. On retrouve Sacha. Ok, on retrouve Sacha. Moi c'est quand? C'est 2023, allez. Oui. Ok, oui. Je suis impatient là, j'ai jamais eu autant envie qu'une année file. 2022, dépêche-toi. T'auras déjà migrant. Hein. J'aurai migrant. Mais retrouver Sacha, ça... Ok. Voilà, donc... Ok. Et Denis, merci infiniment, vraiment, merci 1000 fois de ton temps, merci pour tes réponses, c'était passionnant. Merci pour ton invitation. Vraiment, c'était avec plaisir et j'espère que ça vous a plu aussi. Enfin, personnellement, là, je suis sur un nuage parce que un tome 4 et retrouver Sacha, moi c'est bon, je signe. Donc vraiment, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Très volontiers. Je passe de temps en temps à Nantes, donc à l'occasion, avec grand plaisir. Ça marche. Et merci beaucoup à toi. Merci à toi. Et puis merci à vous d'avoir suivi tout ça. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et puis moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.